Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat à la primaire de la gauche qui se tiendra en janvier 2017. Le grand public vous a découvert au moment de l'affaire Cahuzac, au moment où vous, l'inspecteur du travail, membre du bureau politique du Parti socialiste, vous avez laissé éclater des larmes de colère qui exprimaient votre sentiment, votre émotion, votre écœurement. Et depuis, vous incarnez cette gauche des déçus de François Hollande et du quinquennat. Mais justement, avant de parler même de votre projet à vous, vous avez dit avoir voulu être candidat en gros pour sortir François Hollande. Est-ce qu'il n'est pas en train de se sortir tout seul? Oui, probablement. Mais c'est parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que ce que la gauche attendait, c'était qu'il y ait une répartition des richesses. La France n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal partagées. Donc quand il a été élu, les gens se sont dit il va y avoir du bon pour nous. Or, il y a eu du mal. Vous avez vu, on est à 1 300 000 chômeurs de plus. Même la dette présumée du pays a augmenté de 12 points. Il y a eu des restrictions partout, dans les budgets de la sécurité sociale, dans les budgets des collectivités territoriales, et même dans le fonctionnement de l'État. Il a donné 41 milliards au grand patronat, qui n'en a rien fait. Je dis toujours que Gattaz a eu un badge avec 1 million. Un pins avec 1 million. Mais c'était 1 million d'emplois. 1 million d'emplois. Mais c'était 1 million d'emplois en moins. On n'avait pas tout compris, alors qu'on pouvait faire des centaines de milliers d'emplois dans les hôpitaux, dans les écoles, qui auraient permis à des familles d'avoir non seulement un travail, mais le bien-être de l'ensemble de la société. Il a trahi pour vous? Oui, le mot est exact. J'ai hésité, vous savez, parce que je me suis pas décidé d'un jour. Moi, je suis un socialiste. J'étais content de la victoire du Parti socialiste. C'est mon parti et je l'aime. Et donc, en vérité, j'ai commencé à critiquer doucement quand il y avait, vous vous souvenez peut-être, l'ANI, l'accord national interprofessionnel, et la loi Sapin au début. J'ai dit, pourquoi il fait ça? Puis ensuite, j'ai vu la loi Macron. J'ai dit, pourquoi il fait ça? Et quand j'ai vu la loi El Khomri, j'ai dit trahison. Parce que la loi El Khomri est à mes yeux, une des pires que la gauche ait fait depuis un siècle. Parce qu'elle a cassé les principes fondamentaux du Code du travail. Vous savez, le Code du travail, Le Code du travail, personne ne le connaît aussi bien que vous. Vous êtes inspecteur du travail. Vous l'avez été, vous êtes à la retraite. Mais enfin, vous l'avez appliqué, ce Code du travail. Oui, j'ai dû visiter. Et cette loi? Moi, j'ai travaillé pendant 14 ans. J'étais ouvrier, employé. Je suis un fils d'ouvrier. Ensuite, j'ai été pendant 30 ans inspecteur du travail. J'ai contrôlé 9 à 10 000 entreprises, le Code du travail en main. Le Code du travail, c'est à l'origine, c'est la catastrophe de Courrières. On est en 1906, il y a 1099 morts par un seul coup de grisou. Et le patron se comporte lâchement. Il dit, il faut reprendre le travail tout de suite, sinon le charbon polonais va arriver. Sinon, j'ai plus de sous, je ferme la mine. Et il refuse qu'on cherche les survivants. Et il va surgir 13 jours plus tard, 14 survivants par leurs propres moyens qui sortent de la mine. Alors il y a un choc dans l'opinion. À l'époque, il n'y a pas BFM TV, mais il y a un choc. Et la décision qui est prise historiquement, c'est de créer le ministère du Travail pour qu'il échappe au ministère de l'Économie. Mais aujourd'hui, juste ce point, oui. Pour qu'il échappe au ministère de l'Économie. C'est-à-dire que le droit du travail est une résistance aux entreprises. Et ce qu'a dit François Hollande à tort, il a dit l'année dernière, il faut adapter les droits du travail aux besoins des entreprises. Ça faisait un siècle qu'on faisait le contraire. C'est-à-dire qu'on adaptait les besoins des entreprises au respect des travailleurs. Et c'est en ça que c'est une contre-révolution, ce qu'il a fait Hollande. C'est en ça qu'il a cassé quelque chose de profond, un ressort d'un siècle de combat des salariés pour leur dignité, pour leur salaire, pour leur durée du travail. Et pourtant, François Hollande, aujourd'hui, ce matin même, dans les colonnes de La Voix du Nord, il défend son bilan. Il dit en gros que c'est aussi une question de perception, que si les Français regardaient vraiment précisément le bilan, ils verraient que c'est un bilan de gauche. Je le cite, c'est la fierté de la gauche de voir ce que nous avons fait. Il parle de la mise en valeur de ce qu'il a fait. Le chômage diminue depuis le début de l'année. Nous avons redressé la situation de nombreuses entreprises. Nous avons mis les comptes publics en ordre tout en accordant la priorité, dit-il, à l'éducation nationale, à la formation des jeunes, à la sécurité. Et puis il continue. Nous avons permis de véritables progrès, dit François Hollande, comme la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, la prise en compte de la pénibilité des métiers, la complémentaire santé, un équilibre dans la sécurité sociale. Bref, il dit, en gros, le bilan, il est de gauche et il est là. Il y a des limites à la méthode Coué et il y a des limites à l'aveuglement. S'il y a 4% des Français aujourd'hui qui le soutiennent, j'ai lu dans le New York Times qu'il disait qu'il était un mort-vivant. Il y a eu un grand papier, effectivement, dans le New York Times qui décrit notre président comme un mort-vivant. S'il y a ça dans le pays et à l'étranger, au lieu de nous répéter qu'il a bien fait, il ferait mieux de prendre conscience de ce qui ne va pas et de ne pas se représenter. Après, bref, vous savez, j'étais amené à dire que j'avais pas de respect pour sa fonction et sa politique. Moi, pour l'homme... Bruno Le Maire lui-même dit, je n'ai pas de respect moi, pour l'homme, Hollande. je peux avoir du respect. La personne, c'est pas ça qui est en jeu. Il a dit des mots horribles dans son livre. Bon, d'accord. Mais le fond, c'est la politique qu'il a suivie. Il s'est laissé marabouter par Macron et puis par Jouyet. Il devait combattre la finance. Il a fait le travail de la finance. Pour vous, le problème, c'est pas le livre. C'est ça. Le livre ne fait
C'est la troisième couche, si vous voulez. Il y a 3 Hollande. Le premier, celui qui a fait campagne, je le soutenais. Le deuxième, celui qui trahit ses objectifs de campagne, je l'ai peu à peu combattu. Et le troisième, c'est le livre qui en rajoute une couche sur le thème. Regardez, tout ça n'est qu'hypocrisie. Mais qui aujourd'hui peut rassembler la gauche? Un candidat nouveau. Vous savez, les sondages disent 86% des électeurs de gauche veulent des primaires pour en choisir un nouveau. Donc, on vous entend bien. Si c'est pas Hollande et que c'est Valls, ça change rien pour vous. Ah, c'est chou vert et vert chou. C'est pareil. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui défende les intérêts des salariés, de ceux qui produisent les richesses et qui n'en ont pas la part. Et c'est pour ça que vous êtes candidat. C'est à ce titre que je suis candidat. J'ai dit dès la première jour, je suis le candidat des petits salaires et des petites retraites. Et j'ai dit ça parce que... Mais est-ce que vous correspondez vraiment à la gauche d'aujourd'hui, au Parti socialiste d'aujourd'hui? Ah oui. Je suis dans la tradition de Jaurès. Je suis pas les financiers, les Macron et compagnie. J'ai rien à voir avec ceux qui ont géré les finances. Il faut une rupture avec ça. Il faut avoir assez des énarques, assez de la promotion Voltaire, assez des ministres qui se sont mouillés dans tout ça, assez de ceux qui sont formatés pour se présenter à la présidence de la République au point qu'on les voit. Vous n'avez jamais pensé à carrément sortir du Parti socialiste? Vous avez été membre du Parti communiste français, vous avez été membre de la LCR, et le Parti socialiste, vous y restez malgré tout? Vous vous y sentez encore bien? J'ai toujours défendu les mêmes idées, mais j'ai expérimenté des formes différentes. Et je pense que la principale, c'est celle qui est au cœur de la gauche, c'est-à-dire le premier des partis de gauche. J'ai pas l'intention de le laisser mourir à l'extrême droite de la gauche. J'ai pas l'intention de laisser Valls et Hollande continuer à dominer le Parti socialiste. Ce Parti socialiste? Ah oui. Parce qu'ils disent, Manuel Valls a encore dit cette semaine, la gauche peut mourir. Est-ce qu'en fait c'est lui qui est en train de la tuer, d'après vous? Oui, bien sûr. Écoutez, vous avez 5 élections. On avait tout au début. On avait le Sénat, l'Assemblée nationale, la présidence, 20 régions sur 21, on avait 61 départements sur 100, on avait 2 tiers des villes, on avait tout. Donc il y a bien quand même quelque chose qui s'est passé pour que les Français se détachent alors qu'ils avaient tout donné à la gauche. Et en même temps, parfois on se dit que vous avez peut-être une vision un peu idéaliste quand même de la gauche. Vous l'avez dit de vous-même au début, vous avez dit, en fait, les Français, quand la gauche est passée au pouvoir, ont dû penser qu'il y allait y avoir du bon pour les uns et pour les autres. Vous avez même dit à un moment, la différence entre la gauche et la droite, c'est qu'à gauche on fait du bien aux gens. En gros, quand on est gentil, on est de gauche, et quand on est méchant, on est de droite? Du bien aux gens, c'est la masse des gens. C'est-à-dire de ceux qui ont moins de 900 euros par mois, ils sont 9 millions. De ceux qui gagnent moins de 1700 euros par mois, ils sont 50% des salariés. C'est à cela. Faut pas s'occuper de la casse, faut pas s'occuper de l'élite, pas s'occuper de l'oligarchie. Dans la crise, c'est ceux-là qui doivent payer. Mais on doit donner du bien à ceux qui souffrent de la crise. Or là, ça a été l'inverse qui a été fait. On a fait payer encore plus la crise à ceux qui étaient en bas de l'échelle. Et quand vous regardez le programme de la droite, c'est facile leur programme. Ils vont donner de l'argent aux riches en faisant payer les pauvres. Et c'est l'inverse que je propose de faire. Alors justement, votre programme, vous l'avez décliné en 5 chiffres, je cite, 1800, 32, 60, 20 et 5. Un SMIC à 1800 euros brut par mois, la semaine de 32 heures, la retraite à 60 ans, pas de rémunération supérieure à 20 fois le SMIC et pas plus de 5% des salariés en CDD ou en intérim. D'abord, ça, ce sera appliqué pour tous, partout, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le domaine? Oui, parce que ça part du besoin des gens. Pas du besoin de l'exploitation des gens, pas du besoin de l'entreprise, besoin des gens qui travaillent. Et quand les gens qui travaillent sont bien, les entreprises iront mieux. Plutôt que de les fouetter en disant vous allez être flexible, vous allez être ceci, vous allez être cela, vous allez perdre vos droits, vous aurez plus de délégués, etc. Au contraire, il faut leur donner confiance. C'est les salariés bien formés, bien traités et bien payés qui produisent le plus. C'est pas les flexibles. C'est ça que j'appelle faire du bien aux gens. C'est leur donner de la dignité au travail, des bons salaires et de réduire la durée du travail pour partager. Et on se dit, c'est l'utopie, comme vous venez de me dire. Mais il faut rapprocher quelque part. Non, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression, quand on vous entend, voilà, qu'il y a le bien, il y a les gentils, il y a le mal, il y a les méchants. Mais il faut rapprocher. Bah, écoutez, le monde, c'est pas complètement ça, il y a quand même l'exploitation qui domine le monde. Vous avez 1% des gens dans notre pays qui possèdent la moitié du patrimoine. Vous avez 2 milliardaires qui possèdent plus que 20 millions de Français. C'est pas normal dans une société. D'où, effectivement, votre réduction des écarts à maximum 20 fois le SMIC. Pourquoi aucun humain, quel que soit son talent et son génie, ne mérite de gagner 20 fois plus qu'un autre. Il va faire quoi avec? Ça s'appelait 3 yachts, 3 cuillères de caviar et 2 maisons secondaires. C'est pas normal. On a aujourd'hui 2 600 000 logements vides alors que nous avons des gens qui sont à la rue dans des conditions absolument insupportables. Pourquoi il n'y a pas une régulation de ça? Et je sais pourquoi. C'est parce que ceux d'en haut ne veulent pas. C'est parce que il y a une résistance très très forte, parce que M. Gattaz trouve qu'ils en ont jamais assez, alors que les entreprises, l'année dernière, en 2015, ont battu leur record de dividendes de toute l'histoire de France. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais tant gagné pour si peu de gens, alors que par ailleurs, notre ceinture, si j'ose dire, comme une image, a été serrée pour tout le monde. Vous avez vu qu'ils ont réussi à mettre le budget de la sécurité et de la protection sociale à jour.
c'est-à-dire sans déficit, alors qu'on a 6 600 000 chômeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont appliqué la règle d'or de Madame Merkel, qu'ils ont tellement serré les vis qu'ils sont arrivés à ça. Il faut les desserrer, au contraire. Il faut rembourser la dentisterie, les lunettes. S'il y a bien un domaine dans lequel on peut être en déficit, c'est celui-là. Voilà, vous savez que le budget de la protection sociale, il y a 3 budgets en France, 450 milliards, il ne génère que 10% de la dette présumée du pays. 78,5% vient du budget de l'État, pas de la protection sociale, qui est équilibrée ou dans un domaine dans lequel on pourrait faire mieux, pour la jeunesse par exemple, pour avoir une allocation d'études, et pour les vieux, une allocation dépendance. Quand vous dites, quoi qu'il arrive, ma règle, elle s'appliquera à tous partout. Et vous disiez à quel point pour vous, la loi El Khomri, la loi travail, a été vraiment la contre-révolution apportée par François Hollande. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas, on peut se dire dans un sens que ça aurait été une façon de redonner le pouvoir aux salariés, c'est-à-dire de leur faire confiance sur leur façon à eux de se gérer. Ça, pour vous, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose. La Constitution française dit que les salariés s'expriment par l'intermédiaire de leurs délégués et participent ainsi à la gestion des entreprises. La loi El Khomri a été faite par principe, pour vous, les délégués, c'est la loi, c'est la loi, c'est l'état. Alors que les salariés savent pas forcément leur bien. Oh, ils savent. C'est l'état de droit dans l'entreprise qui compte. C'est l'ordre public social. Si vous mettez ça entreprise par entreprise, c'est une réaction vers le 19e siècle. Vous savez, il y a une organisation internationale du travail. On est pour un droit universel du travail. On n'est pas pour s'aligner sur le Bangladesh. On n'est pas pour introduire le dumping social dans un seul arrondissement de Paris entre 3 entreprises de vêtements. On est pour une règle qui s'applique à tous. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose d'important à mes yeux. Le droit du travail devrait être constitutif du droit de la concurrence. Il ne devrait pas en être exclu comme dans le CETA ou dans le TAFTA. Parce que quel est le problème de tous ces traités? C'est qu'ils excluent les humains. C'est qu'ils excluent ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent ne sont qu'une variable ajustable. Et d'ailleurs, c'est eux qui payent tout, qui souffrent de tout, qui ont les accidents du travail, qui ont toutes les difficultés pour vivre dans des conditions décentes. Et donc la vérité, c'est qu'il faut remettre les humains. Et après, l'économie se portera mieux, madame. Je suis un réaliste. Mais les humains, ce serait que les travailleurs d'en bas. Pour le coup, le patron n'est pas humain. Vous savez, madame. Il n'y a pas d'être humain à tous les autres échelles. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'exploitation de l'homme par l'homme. C'est parce que les patrons sont des humains, bien sûr. Et vous savez, 93% des actifs sont salariés. 93%. Il n'y a plus que 7% d'indépendants, ça va des patrons aux pauvres VTC de chez Uber. Mais il n'y a plus que 7%. 93% sont les salariés. C'est la grande force. C'est cela qu'il faut permettre. Et juste un mot, hein, les jeunes sont des salariés en formation, les chômeurs sont des salariés temporairement privés d'emploi, et les retraités vivent tous les jours grâce aux salariés qui travaillent. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui 43% des ouvriers ne votent pas socialiste mais votent Front National? Je ne suis pas d'accord avec ce chiffre, madame, si vous me permettez, parce que ce sont les chiffres qui correspondent aux dernières élections régionales. C'est un chiffre qui est donné sur des voix exprimées et vous excluez les abstentions. Si vous ramenez ça aux abstentions, parce que c'est 43%. Alors ça veut quand même dire, pardon, que ceux qui se mobilisent et qui vont voter à 43% votent Front National, ne votent plus pour vous, ne votent plus pour le Parti socialiste. Je suis d'accord avec vous. C'est parce qu'en vérité, 70% des ouvriers et des salariés de façon générale votent à gauche. Mais depuis que Hollande ne fait pas une politique de gauche, cette partie-là s'abstient. Donc après, vos chiffres, ils sont sur la partie qui se mobilise. Mais vous comprenez qu'ils puissent voter Front National? Non, moi je comprends qu'ils s'abstiennent. Voter le Front National, je le dis toujours, les pauvres. C'est comme des dindes qui votent pour Noël, ils se font retirer à la fin. Donc c'est pas, ils ont aucun intérêt, ils sont trompés, mais malheureusement, il y a toujours eu une partie d'ouvriers et de salariés qui votent à droite et à l'extrême droite. Vous savez, ceux qui sont pour notre bon maître. Bah oui, mais c'est pas les meilleurs de ceux qui sont conscients. Et la majorité qui est consciente aujourd'hui, elle est passée d'un vote à gauche, qui était absolument massif il y a 5 ans, à une abstention. C'est donc qu'elle n'a pas basculé à droite, qu'elle est quelque part disponible, colère, aigrie, amère, tout ce que vous voulez. Mais que s'il y a un candidat qui se présente, il faudrait un candidat unique de toute la gauche, qui a réussi à dire, voilà, on va enfin faire pour le quinquennat prochain. Ce week-end devrait se prononcer sur sa participation ou non aux primaires, sur le fait qu'ils aient un candidat à eux ou pas. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, Pierre Laurent, je leur dis qu'ils sont quelque part sur la bonne voie. Parce que Pierre Laurent dit qu'il faut construire une candidature commune de toute la gauche. Je suis 100% d'accord avec ça. Parce que s'il n'y a pas une candidature commune de toute la gauche, mettons un duel Mélenchon-Hollande, on n'a pas tous perdu. C'est fini. Mélenchon, il dit je vais avoir plus qu'Hollande. Mais c'est foutu quand même. Parce que le soir du 23 avril, on aura le choix entre les Républicains et le Front National. Moi, je veux que la gauche soit au 2e tour et je veux qu'elle soit en position de gagner. Donc, il faut rassembler 50%. Pour ça que moi, Vous parlez avec les uns et les autres, vous parlez avec Pierre Laurent, vous parlez avec Jean-Luc Mélenchon? Oui, bien sûr. Avec Pierre Laurent, nous avons eu beaucoup d'échanges pour que ça aille vers cette candidature unique. Vous avez cet espoir que éventuellement ce week-end, au moins, ils rejoignent... Vous savez, je suis sûrement un de ceux qui pensent encore le plus qu'on peut gagner en 17. Que c'est
pas foutu. Il y a des gens qui se résignent, qui disent on fait une croix sur la gauche, ça s'est tellement mal passé. Moi non, je dis qu'à cause de ce que je disais précédemment, sur la grande masse abstentionnistes parmi les salariés qui attendent une autre solution, la gauche est disponible si on lui présente une plateforme commune et un candidat commun. C'est ce que je travaille tous les jours depuis des mois pour arriver à ça. J'ai cherché des grandes primaires. Mais le temps presse quand même un peu là. Je suis d'accord. Le temps nous file entre les doigts. Je suis d'accord avec vous, madame. Il reste alors des échéances quand même. Il y a des primaires citoyennes ouvertes à toute la gauche écologiste le 22 et 29 janvier. C'est à ça que je suis candidat aujourd'hui. Et c'est à ça que vous invitez les autres éventuellement à se joindre. À participer, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va être l'occasion de voter contre la loi El Khomri, contre Hollande et Valls, et donc de choisir parmi les candidats, entre autres de la gauche socialiste, qui est le meilleur, celui qui va le mieux défendre les intérêts des salariés. Et si c'est un candidat comme ça qui gagne, moi je crois que c'est très possible, eh ben vous aurez une discussion avec Mélenchon après et avec le candidat des écologistes. Et il faudra bien qu'ils se mettent à trois autour d'une table en disant si on y va tous les trois on perd, si on y va ensemble, on gagne. Les migrants, Gérard Filoche, pauvres parmi les pauvres aujourd'hui, si on reprend votre formulation. Calais a été démantelé. Aujourd'hui, c'est Stalingrad, dans le nord de Paris, où se retrouvent 2000 migrants qui dorment sous le métro aérien. Ça va à nouveau être démantelé. Et après ? Je suis allé voir, comme tout le monde, c'est horrible. Ben, pourquoi on n'a pas des structures d'accueil préparées avant, puisqu'on sait qu'il va y avoir des migrants, qu'il y a des réfugiés, on le sait. Il y a des pays qui savent prévoir soit des camps très larges, soit des mobil-homes. Et après le camp, il y aura quoi? Et après le camp, il y aura quoi? Après quoi? Quand vous avez des gens qui sont dans une situation organisée, déjà où l'hygiène existe, où il peut y avoir des ravitaillements suffisants, etc. Vous pouvez discuter avec eux socialement. C'est-à-dire pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Donc première pour les étape, parents, leur donner une dignité, des lieux bien entendu, dans un vivre, pays comme le nôtre, on va pas nous dire qu'on peut pas payer ça. Bien sûr qu'on peut payer ça. Il y a qu'à prendre l'argent aux dividendes dont je parlais tout à l'heure. Et on peut absolument faire qu'il y ait un accueil dans des conditions décentes. Et après, on voit comment on oriente. L'exemple du partage d'une partie des gens de Calais, à part ceux qui veulent absolument aller en Grande-Bretagne, et c'est le problème de la Grande-Bretagne. Vous dites à la limite, il faut les envoyer en Grande-Bretagne, c'est à eux de les gérer. Bien sûr. Et après, vous avez une répartition dans des villes et des villages. Ça se passe bien. J'étais très heureux d'entendre que 82% des Français étaient pour les accueillir. Et où il y a les villages où il y a des ovations et on voit ceci. De la même façon qu'en Italie, ils ont redonné vie à un certain nombre de villages de cette façon. Il y a eu des expériences. Donc ça peut être fait avec une partie de cela parce que nous avons des capacités d'accueil immenses et des richesses immenses dans notre pays. Donc il suffit effectivement de les adapter, de les préparer pour plus qu'on ait ces paysages d'horreur auxquels on assiste aujourd'hui. Merci Gérard Filoche d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie.